bonsoir tout le monde, bonsoir à nos éditeurs et bonsoir à mes invités ce soir. Donc, ce soir, le thème, c'est l'Assemblée virtuelle. Je sais qu'il y en a qui connaissent ça, qui ont eu la chance de participer à des assemblées virtuelles. Je présente mes invités sans plus tarder. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Maître Maxime Laflamme-Leblond de la firme LJT Avocats. Bonsoir, Maître Leblond. Et naturellement, nous avons quelqu'un d'important ce soir pour nous parler de l'Assemblée virtuelle, donc de AG Connect Imo Square, M. Jean-Marc Welch. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir, Valérie. Donc, ce soir, mes deux invités et moi, naturellement, Valérie Couture, gestionnaire de copropriété, condo-stratégiste, qui va animer la soirée encore ce soir, auront l'honneur de répondre à vos questions ce soir. Je tiens à rappeler que le partenaire de la soirée est la firme LJT Avocats. Donc, merci à eux de commanditer la soirée sur l'Assemblée virtuelle. Donc, sans plus tarder, nous allons déjà amorcer la première question et je vais la diriger vers Jean-Marc. En ce sens, quelle est l'évolution de l'Assemblée virtuelle? Parce qu'on a l'impression que tout est arrivé suite à la première COVID. Donc, comment c'est arrivé dans votre plateau pour dire « je vais instaurer ça », etc.? Eh bien, historiquement, effectivement, il a fallu une crise sanitaire pour qu'on puisse passer à quelque chose un peu de nouveau dans la gestion d'une assemblée. Donc, la crise sanitaire a permis des mesures d'exception législatives qui ont donné naissance à des produits qui étaient en cours de gestation, mais qui ne trouvaient pas en fait réponse parce que personne ne voulait faire le pas. Alors, moi, j'ai tendance à dire que je parlais d'assemblée virtuelle et puis je dis, mais non, ce n'est pas une assemblée virtuelle parce qu'elle existe vraiment. C'est une assemblée dématérialisée, c'est une vraie assemblée avec des outils de technologie et moi, j'ai tendance à qualifier ça de digitalisation du processus d'assemblée. Parce qu'en fait, bien sûr, ça va permettre de tenir une assemblée comme ça, avec des gens qui pourront participer à distance, mais ça va permettre de gérer surtout tout le processus d'assemblée parce que les utilisateurs vont choisir de participer à distance, mais ils pourraient très bien aussi décider de participer physiquement, si c'est autorisé, en même temps, dans le même espace. Donc, on peut imaginer, lorsque les restrictions sanitaires sont levées, d'avoir des utilisateurs, des copropriétaires qui sont dans la salle, le conseil d'administration qui est dans la salle et à distance. Et puis, on va gérer aussi tout ce qui est le processus des procurations, processus de l'entrée dans la salle avec la feuille de présence, le processus de rédaction de trame de procès-verbal. Donc, en fait, on digitalise vraiment l'Assemblée en amenant des nouveaux outils qui ont pour vocation aussi d'améliorer le taux de participation des copropriétaires. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense… Alors, je dis souvent aussi, parce qu'on dit, mais est-ce que c'est indispensable d'avoir un outil d'assemblée générale? C'est une question qui peut se poser, mais je vais la poser un peu autrement. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, on sera toujours obligé de venir dans une salle pour faire une assemblée générale avec l'évolution des technologies qu'il y aura dans les 10 prochaines années? Et je pose la question et j'aurais tendance à dire, ça paraît évident qu'on va utiliser un outil pour aider à la gestion d'assemblée générale pour la bonne gestion. Donc, le fait d'avoir un outil maintenant, OK, c'est une crise sanitaire qui l'a provoqué. Le retour en arrière sera quand même un peu difficile parce qu'on a tendance à avoir de plus en plus de syndicats qui souhaitent essayer ces solutions-là. Et puis, souvent, quand ça a été expérimenté, c'est difficile de faire machine arrière parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages à ce type d'outil. Excellent, merci. Ma prochaine question, parce que je l'ai posée en débutant avec Jean-Marc, mais Maître Leblond, comment on est arrivé? Je sais que la COVID, il y a eu un peu de positif, donc ça, l'amener des assemblées virtuelles. Comment on est arrivé à pouvoir légalement procéder comme ça? Ça a été un processus un peu soudain, en fait. Il faut comprendre que le droit est souvent à la remorque de la société et que souvent, il n'y a pas juste le stéréotype de l'avocat qui travaille juste dans ses dossiers papier et qui utilise encore un fax est un peu révélateur, je vous dirais, du milieu juridique en général.
Quand le Code civil du Québec est entré en vigueur, donc a été adopté en 1991 et est entré en vigueur le 1er janvier 1994, la façon dont il a été rédigé en matière d'assemblée, particulièrement en matière d'assemblée de copropriété, et la façon dont c'était rédigé sous-entendait qu'il y avait nécessairement une présence physique, notamment parce qu'on utilisait les termes, les voix présentes et représentées. Le représenter, c'est facile, c'est des procurations, mais la présence avait une composante physique qui faisait en sorte qu'on devait réunir des gens dans une même pièce. Évidemment, ces dispositions-là n'ont pas nécessairement évolué au même rythme que les technologies. En 1994, les Skype, Zoom et Teams de ce monde étaient essentiellement une fabulation. En 1994, à peu près personne n'avait d'ordinateur chez lui. L'Internet résidentiel était rarissime et en développement. Donc, c'est certain que le texte qui est écrit dans le Code de loi n'a pas évolué au même rythme que les technologies qui, elles, ont pris de plus en plus de place. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2020, lorsque la pandémie a éclaté, donc il y a eu, en la mi-mars 2020, un premier décret qui a décrété l'état d'urgence sanitaire au Québec et qui a notamment interdit les rassemblements de personnes physiques dans un même lieu pour une durée qui est à ce moment-là tout à fait indéterminée, parce que c'était l'époque où on renouvelait l'état d'urgence sanitaire à tous les 10 jours. Alors, je pense qu'on le fait toujours, par ailleurs, mais c'était ça. On n'avait pas encore d'idée de quand est-ce que la lumière serait au bout du tunnel. Évidemment, ça causait problème pour les copropriétés parce que la façon que la loi a été rédigée, une assemblée devait être tenue en personne et manifestement, la plupart des copropriétés ont plus de personnes que ce qui était permis par les dispositions, en fait, des arrêtés et des consignes sanitaires. Donc, évidemment, la Tour des Canadiens, on n'avait pas 500 copropriétaires qui se réunissaient dans le garage, même si on a vu des copropriétés qui l'ont essayé. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en avril 2020, il y a eu l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, daté du 26 avril 2020, qui a rendu certaines ordonnances dans le contexte de la crise sanitaire et l'état d'urgence. Et elle a notamment déterminé, en des termes très légaux, c'est de la légistique un peu aride, mais essentiellement que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d'un organe délibérant, tel qu'un syndicat de copropriété, puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Donc, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et les résultats de la délibération des membres, et que lorsqu'un vote secret est requis, celui-ci peut être tenu par tout moyen de communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote, etc., etc. Donc, essentiellement, par cet arrêté-là, le monde de la copropriété, du droit de la copropriété, s'est vu propulsé de 1994 jusqu'au 21e siècle. Donc, on est finalement arrivé en 2005, 15 ans trop tard. Mais on est finalement arrivé en 2005, à l'époque des Skype et autres. Donc, quand cette mesure-là a été mise en place, ça a résolu une partie du problème, c'est-à-dire qu'on a permis aux syndicats de tenir des assemblées virtuelles. La partie du problème qui n'a pas nécessairement été corrigée, c'est que la plupart des outils de visioconférence qui étaient utilisés au début de la pandémie, notamment Zoom, qui a connu une croissance effervescente, n'étaient pas nécessairement faits pour tenir compte des réalités de la copropriété. J'en vois encore beaucoup à ce jour qui tiennent des assemblées sur Zoom, mais je leur souligne toujours les mêmes choses. Si vous êtes 4, 5, 6, peut-être même jusqu'à 10, ça se gère encore parce que vous êtes capable d'identifier qui est qui et rattacher à un acteur précis la quote-part et faire les calculs vous-même sur une feuille à part ou dans un document Excel. Dans une copropriété de plus qu'une dizaine de personnes, de 15, 20, 30, et on ne parle pas de 100, Zoom n'est pas une fonction, n'est pas bien adapté aux réalités de la copropriété parce qu'il n'y a pas moyen de tenir un vote qui suit les cotes-parts. La fonction sondage de Zoom, par exemple, utilise une voix par personne, ce qui n'est jamais le cas lorsqu'on tient un vote en copropriété. Donc, on avait comme problème qu'on avait le droit de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, mais on n'avait pas nécessairement les bons outils pour le faire. Je comprends que c'est notamment dans ce contexte-là que M. Welch et InnoSquare ont développé la plateforme AG Connect, qui, elle, un peu, j'aime le vendre à mes clients comme étant un super Zoom, ça rajoute les fonctions qui manquent à Zoom et aux Teams de ce monde pour permettre de tenir une assemblée qui est rigoureusement conforme non seulement à l'arrêté, mais également aux règles du Code civil du Québec. Et cette opportunité-là est quand même bien arrivée dans le milieu, a été bien reçue, surtout qu'on se souviendra qu'à ce moment-là,
certaines des obligations qui découlaient de la loi 141 en 2018 devaient être remplies d'ici à juin. Oui. Ça impliquait de tenir des assemblées. Donc là, les gens étaient un peu en mode panique. On ne sera pas capable de respecter nos échéances parce qu'on ne peut pas faire d'assemblée. Donc en avril, on a eu le droit de faire des assemblées virtuelles. On n'avait pas encore les outils pour, mais ça s'en venait. Il y avait certains délais qui venaient en juin, qui ont été éventuellement changés par un arrêté subséquent, sans rentrer dans les détails. Mais les gens ont pris goût assez rapidement à la formule virtuelle, qui, de mon expérience, quand même s'entend un peu limité, mais j'en ai fait quelques-unes depuis ce temps-là, là, vous en douterez. Ça a permis une flexibilité au processus d'assemblée que les gens apprécient. Ça a permis aux gens qui ne vivent pas dans les immeubles ou qui sont, par exemple, au chalet ou en région ou hors pays, de participer, d'écouter, d'être là. Ça a permis à ceux qui n'ont pas nécessairement le temps de consacrer à se rendre, par exemple, dans une salle communautaire ou dans un espace loué, de participer à l'assemblée en faisant un souper, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, mettre leurs écouteurs, ils écoutent et s'ils veulent intervenir, ils peuvent intervenir. On a aussi découvert que ça a certains avantages côté gestion d'assemblée, auxquels on pourra revenir plus tard. Oui. Mais la crainte que les gens ont réalisée, c'est que quand ils nous demandaient, fait qu'on peut faire ça ad vitam aeternam, on devait leur dire, c'est plus ou moins vrai, parce que la façon dont l'arrêté d'avril était formulé, c'est que vraiment, c'était une mesure d'exception. Parce qu'on venait par décret, essentiellement, changer ou permettre quelque chose que le Code civil ne permettait pas. On n'a pas changé le Code civil en avril 2020. Donc, le principe était que l'arrêté ne valait que pour la durée de l'état d'urgence sanitaire. Donc, une fois que l'état d'urgence sanitaire serait levé, un jour qu'on espérait rapprocher à cette époque-là, probablement qu'on ne pensait pas que ce serait en 2022, mais en 2023, on ne sait pas. Mais bon, on savait pas ce serait quand, mais on savait qu'un jour, on croisait les doigts, l'état d'urgence sanitaire serait levé. Espérait. Et donc, c'est ça, on espère encore, mais que lorsque l'état d'urgence sanitaire sera levé, l'arrêté va cesser de prendre effet parce que l'arrêté est pris en vertu des pouvoirs extraordinaires qui incombent à la ministre de la Santé dans un contexte d'état d'urgence sanitaire. Donc, on savait qu'éventuellement, on aurait un recul. On reviendrait aux règles qui étaient en vigueur avant la pandémie et avant l'arrêté. Et il y a plusieurs organismes qui ont fait savoir au gouvernement, notamment la ministre de l'Habitation, que c'est un acquis important, c'est un gain, il ne faudrait pas le perdre. Et dans ce contexte-là, on a eu en décembre dernier, en décembre 2021, le projet de loi 103 qui a été adopté, devenant la loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif, ce qui est un magnifique titre que tout le monde va se souvenir à la fin de la soirée, j'en suis convaincu, qui, à travers ces dispositions un peu cachées et un peu éparpillées, introduit 3 nouveaux articles au Code civil, c'est-à-dire les articles 1084.1, 1088.1 et 1089.1. Ça me semble en faire la lecture au long, et ils sont à l'écran en ce moment. Ces articles-là, ce qu'ils prévoient essentiellement, c'est qu'ils confèrent un caractère périn et de permanence à ce qui était initialement seulement des règles d'exception. Donc, ils permettent notamment au conseil d'administration de tenir des réunions à l'aide de moyens technologiques, ce qui est 1084.1. 1088.1 permet la même chose pour les assemblées. Donc, l'assemblée peut être tenue à l'aide de tout moyen permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Et 1089.1 prévoit également que les copropriétaires qui participent à une assemblée à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, ils peuvent y voter par tout moyen qui permet de recueillir les votes pour qu'ils puissent être vérifiés subséquemment et préserver le caractère secret du vote lorsqu'un vote est demandé. Donc, cette petite dernière passage-là, essentiellement, c'est une provision qui vise à tenir compte de l'existence de recours en annulation de décision de l'Assemblée, essentiellement en disant que si les votes sont pris, il faut que les votes soient enregistrés pour que si jamais, par exemple, on a une contestation de décision, qu'on puisse consulter les bulletins, qu'on puisse confirmer que le vote a été valablement pris. Donc, ces 3 articles-là ont été ajoutés au Code et essentiellement, on pourrait faire consacrer l'entrée définitive du milieu de la copropriété, comme je disais à la blague tout à l'heure, en 2005, donc de conserver les acquis qui ont été faits sur le plan procédural dans le cadre de l'Assemblée. Donc, ça conclurait ma très courte réponse sur cette question qui était en apparence si simple, mais c'est le risque d'inviter un avocat. C'est ça, exact. Mais c'était très précieux, Maître Leblanc, ces explications-là, parce que tout le monde sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un arrêté ministériel, mais on n'en sait pas vraiment plus. Le projet de loi 103, c'est important parce que, comme vous l'avez dit, c'est une très bonne chose pour la continuité des choses.
parce que ça permet que les gens puissent procéder ainsi jusqu'à quand bon leur semble. Ma prochaine question, Jean-Marc, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi une assemblée virtuelle? Vous l'avez fait tantôt, mais dans le sens où, comment on en arrive là? Quelles sont les options? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Maître Leblond en a parlé tantôt. Les plus petits syndicats, ben, c'est sûr qu'il y a un coût rattaché à la location des plateformes, tandis que Zoom et Teams sont gratuits ou presque. C'est possible. Mais quand on parle d'une assemblée avec plus de copropriétaires, ben, c'est sûr qu'on a besoin d'un logiciel. Et on en parlera tantôt, mais juste du côté des votes aussi pour des grandes assemblées, c'est relativement tellement facile et rapide, tandis que si on était en présentiel, ce serait une autre chose très compliquée. Jean-Marc, c'est quoi une assemblée virtuelle exactement? Qu'est-ce que ça offre? Moi, je pourrais vous le vendre parce que comme Maître Leblond, on en a fait une et deux. Mais comment vous pourriez expliquer ça? Ben, en fait, comme je disais en introduction, on va dématérialiser tout le processus de l'Assemblée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du registre des copropriétaires qui est rentré dans le système quelque part, on va générer une assemblée, la liste des copropriétaires avec leurs fractions. À partir de là, avec l'outil, on va permettre d'envoyer des courriels d'invitation. Alors, ça n'empêche pas que vous avez votre dossier de convocation papier traditionnel que vous pouvez déposer au gardien qui le donne. Vous pouvez l'envoyer par courrier selon ce que dit la déclaration. Si elle autorise des envois par courriel, ça peut suffire comme objet de convocation, enfin pas objet, comme méthode de convocation. Donc là, à partir de ce moment-là, les copropriétaires vont recevoir un lien avec des identifiants qui leur sont propres pour l'Assemblée générale, un code d'accès. Donc, avec leur code d'accès, et en cliquant sur le lien, ils vont, dès la réception, pouvoir déjà donner leur indication de présence. Et donc, on dira, je donne procuration. Ils pourraient très bien donner procuration avec la plateforme. Ils peuvent dire, je serai présent à distance, donc en dématérialisé, ou si c'est autorisé, je serai présent physiquement. Donc déjà, on a un estimé du taux de participation, puisqu'on peut tout de suite voir ceux qui se seraient préalablement enregistrés. Donc après, dans le processus, on arrive comme une vraie assemblée, le jour de l'assemblée, à l'heure de l'assemblée, 30 minutes avant, on ouvre les portes, et quand les portes sont ouvertes, les copropriétaires peuvent cliquer sur un bouton « Rentrer dans la salle ». Donc, s'ils rentrent dans la salle, ils signent une feuille de présence, je dirais, dématérialisée à l'écran avec une souris et puis ils cliquent et ils sont dans la salle rentrés. Donc, eux vont voir les gestionnaires qui sont présents sur l'estrade et eux sont dans la partie droite à côté, la liste des copropriétaires. Ils peuvent utiliser déjà un chat pour discuter, mais c'est le gestionnaire ou le président d'assemblée qui va donner la parole à un moment donné aux différents copropriétaires. Alors bien sûr, quand le quorum est atteint, donc vous avez un indicateur déjà du quorum qui est indiqué en temps réel, à tout moment vous voyez si le quorum est là ou pas. Si vous avez des gens qui sont présents physiquement, ils vont rentrer physiquement dans la salle. Vous pouvez les faire rentrer avec votre PC portable ou si vous avez un iPad en tant que gestionnaire, vous les faites signer la feuille de présence sur l'iPad, mais ils peuvent rentrer avec leur iPhone, leur smartphone, ils n'ont pas forcément un iPhone, avec leur téléphone intelligent, ils vont pouvoir rentrer et s'enregistrer. Le gros intérêt, c'est qu'à un moment, après, il y a les débats, les présentations. Alors, ce qui est intéressant dans les présentations, c'est que effectivement, on intègre une partie Zoom, donc il y a cette partie des gens à l'écran avec audio et vidéo, mais vous pouvez faire intervenir, par exemple, un ingénieur structure qui viendrait faire un rapport sans payer 3 heures de déplacement parce qu'il est obligé de venir. Là, il arrive, vous avez besoin de 15 minutes, il vient faire sa présentation de 15 minutes, on peut lui poser des questions, il part. Donc ça, c'est tous les intervenants qui peuvent monter sur l'estrade à un moment donné. Il va y avoir après des questions des copropriétaires qui vont demander la parole. On leur donne le micro, ils arrivent sur l'estrade avec ou sans vidéo, comme ils veulent.
S'ils sont présents physiquement dans la salle, eh ben, ils sont vus avec une caméra qui tourne à 360 et qui présente tout le monde. Et puis, à un moment donné, il y a des votes. Donc là, la plateforme ouvre les votes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui ont des procurations, ben, ils vont avoir plusieurs bulletins de vote qui vont arriver sur leur écran. Ils vont voter oui pour mon premier, moi je vote oui, mais ils peuvent voter différemment pour les procurations en fonction des indications qu'ils auraient eues. Bon point. Si vous êtes dans la salle et que vous avez un smartphone, eh ben, vous allez pouvoir voter sur votre smartphone aussi en même temps. Alors ça, c'est très, très intéressant parce que, bon, effectivement, quand on est sur un petit syndicat de quelques copropriétaires, si on est 10 ou 20 copropriétaires, on arrive facilement à prendre les votes dans la salle. On peut le prendre avec AG Connect, bien sûr, sans smartphone. Hein. On peut prendre à main levée, oui, on met tous oui, tous non, tous abstention, ou telle personne a voté oui ou non. Et s'il y a un peu plus de copropriétaires, le fait de pouvoir utiliser comme outil de vote un boîtier qu'est votre téléphone intelligent, et que ces votes viennent se cumuler avec les votes à distance, et puis qu'en temps réel, on donne les résultats qui sont tous compilés, ben, vous avez quand même un gain de temps et un gain de sécurité, je pense, sur l'objectivation des résultats. Alors bon, après, il y a des anecdotes parce que ça a mis peut-être des fois certaines pratiques de président un peu, parce qu'avant c'était un peu facile, c'est-à-dire, enfin un peu facile, on présente une résolution au vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Si quelqu'un est sorti de la salle, si quelqu'un bon, c'est compter que le quorum est là, c'est très difficile. Bon, bah là, nous, c'est pas pareil, donc on a vraiment une trace de chaque vote, puisque chacun a fait une action pour voter. Oui. S'il ne fait pas d'action, ben effectivement, il n'y a pas de vote enregistré. Ben, on déroule tous les votes, et dès que le vote est passé, il y a le résultat qui s'affiche sur l'écran du président d'Assemblée, et il décide de le publier à tout le monde. Donc, tous les copropriétaires voient les résultats. Alors, les résultats uniquement, hein, mais d'accord, s'il y a un vote secret, on ne voit pas la liste des votants. Ce sera d'ailleurs une différence avec d'autres pays, si vous voulez en parler plus tard. Et puis après, ben, à la fin de ça, on clôt l'Assemblée. Lorsque l'on clôt l'Assemblée, tous les votes sont récapitulés sur tous les écrans. Tout le monde a accès, smartphone compris. Et ben, l'Assemblée est terminée, mais il y a encore un module disponible dans AG Connect. C'est le module de génération du PV d'Assemblée, où à partir de… alors, on pourrait en live saisir les débats. Et à ce moment-là, quand on fait génération du PV d'Assemblée, ben, il est disponible immédiatement à la fin de l'Assemblée. C'est aussi une pratique d'autres pays. Et ce PV qui est là, il peut être tout de suite envoyé aux gens qui doivent le signer et mis à disposition extrêmement rapidement aux copropriétaires. Donc, voilà un peu le processus complet avec… Je pense, bon, il y a maintenant des nouvelles formules qu'on met en place aussi, parce qu'on parle des assemblées générales, mais on ne parle pas des conseils d'administration. Or, on pourrait utiliser l'outil sur une formule abonnement annuel, où on va pouvoir mettre un ordre du jour à tous les conseils d'administration, faire voter les administrateurs, enregistrer le vote, générer le PV et publier le PV instantanément à tous les copropriétaires, puisque dans leur espace, ils vont retrouver tous les documents que le conseil d'administration aura mis à disposition. Donc, en fait, on est sur un processus, je pense, d'amélioration globale du processus d'assemblée générale grâce à l'outil technologique. Alors, AG Connect ou un autre, hein, on est tous, je veux dire, je pense que les outils de dématérialisation de la copropriété sont un vrai plus. C'est vrai que ceux qui sont spécialisés copropriété, eh ben, ils vont prendre en compte les spécificités de la copropriété. Puis, par rapport, par exemple, à un Zoom, un Teams, et je complète ce que disait Maître Maxime Laflamme tout à l'heure, c'est que il y a des choses très compliquées à gérer. Par exemple, la gestion des indivisaires. Ben, la gestion des indivisaires, selon la loi, ben, ce n'est pas très simple. Chacun a son droit de vote, okay, sauf que si un des deux indivisaires est là et que c'est le seul présent, c'est lui qui récupère les droits de vote. Oui. Et ben,
gérer ça avec des unités, quand vous avez 20 unités à gérer et des fractions, et la fraction divisée par 2, s'il y a 3 indivisaires, divisé par 3, et puis finalement, il est rentré dans la salle. Ah oui, mais il a repris son droit de vote. Ah ben non, hein, je pense que c'est une source d'erreur et que c'est une source, à mon avis, de problèmes. Enfin, le conseil d'administration se met, à mon sens, devant des dangers inutiles de contestation sur la gestion de ces choses-là, surtout que maintenant, il existe ce type d'outils. Voilà. Merci. C'est C'est clair. un peu tout ça. Puis quand vous parlez naturellement, c'est votre produit, vous connaissez le travail. Pour en avoir fait plusieurs, c'est tellement agréable de travailler avec ces produits-là et d'avoir l'accompagnement des gens de chez vous. Vous en avez fait combien depuis le début au Québec? Parce que vous offrez ce service-là en France aussi. C'est un autre monde. La copropriété en France est toujours exponentielle par rapport à ici. Mais au Québec, vous avez combien d'assemblées de fait? Alors, vous avez d'ailleurs dit une chose, j'ai oublié de préciser et je profite de rebondir là-dessus, avec le service. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une plateforme, c'est un service qui va avec. Il y a un service d'accompagnement avant l'assemblée pour aider à monter les registres. Et puis, il y a surtout un service pendant les assemblées avec un AG connecteur qui peut aider, qui fait tout ce qui est attribution des micros, faire monter quelqu'un sur l'estrade, etc. Mais nous avons aussi un service pour les copropriétaires, donc qui est ouvert jusqu'à 22h ou 23h le soir, de support téléphonique de copropriétaires qui auraient des difficultés à se connecter. Voilà. Donc ça, la notion de service, j'avais oublié de la préciser, mais elle va avec l'ensemble de l'accompagnement. Alors aujourd'hui, on a fait un peu plus de 2300 assemblées qui représentent 150 et quelques mille participants. Ça n'est pas qu'au Québec, ça c'est sur l'ensemble des choses, mais la structure est à peu près la moitié au Québec et la moitié en France. On est vraiment sur une cote à 50-50, malgré que la France soit peut-être plus grosse en termes de copropriété. Les professionnels ont un peu peut-être plus de mal à s'y mettre, donc on est vraiment sur moitié-moitié. Donc on a fait plus de 1000 assemblées au Québec globalement depuis donc mai 2020, mais en vrai, on a démarré en septembre 2020, à part quelques assemblées tests qui ont été effectuées avant. Et les assemblées hybrides, ma question va aller à Maître Laflamme-Leblanc. En fait, les assemblées hybrides, quand ça se produit, naturellement, c'est important de dire que l'assemblée en virtuel sont enregistrées, donc pour fin de procès verbal et tout ça. Maître Laflamme-Leblanc, une assemblée hybride, comme Jean-Marc l'expliquait avec les smartphones et tout ça, est-ce que des gens peuvent contester ces choses-là? Ben, je veux dire, en principe, quelqu'un qui veut contester va toujours trouver matière à contester, mais est-ce qu'il peut contester l'Assemblée du seul fait qu'elle a été tenue de façon hybride? Je ne le pense pas et je pense que c'est encore moins le cas depuis l'adoption des nouveaux articles du Code. La façon qu'ils sont rédigés, évidemment, ils permettent la tenue des assemblées virtuelles, mais ils ne me semblent pas rédigés de manière à interdire les assemblées hybrides. C'est sûr que l'hybridité d'une assemblée en termes de méthode ou de mécanisme implique un certain travail additionnel, là, étant donné que c'est la gestion de deux dynamiques un peu différentes, là, quand même très différentes. Gérer une assemblée virtuelle, c'est une chose. Gérer une assemblée en personne, c'est une autre chose. Gérer une assemblée hybride, c'est comme faire les deux en même temps puis essayer de faire fonctionner les morceaux du casse-tête entre eux. Mais à moins que le copropriétaire théoriquement se trouve pénalisé par la tenue d'une assemblée hybride, ce qui est difficile à concevoir, je ne pense pas que c'est un motif de contestation. Là. Au contraire, prévoir la possibilité d'une participation hybride, c'est même susceptible d'éviter des motifs de contestation parce que le principal point d'achoppement que je constate dans la pratique avec les assemblées virtuelles, c'est lorsqu'on fait affaire avec des copropriétaires peut-être un peu plus âgés ou qui sont un peu moins à l'aise avec la technologie, qui souvent craignent d'être exclus ou se sentent exclus du processus de leur inhabilité à se connecter ou à joindre un processus virtuel. Le fait d'avoir une assemblée hybride où un certain nombre de participants sont à distance et un autre sont présents physiquement dans une salle où, par exemple, les autres participants sont affichés sur un écran ou projetés, dans un cas comme celui-là, c'est complexe, oui, mais c'est quand même le meilleur des deux mondes parce qu'on s'assure que
les gens peuvent participer selon la façon qu'ils préfèrent et selon ce que leurs moyens et leur habilité technique permettent. Parfait. Donc, ma question, j'ai dit, c'est enregistré. Bon, tu sais, on comprend que souvent des gens qui, dans certains syndicats, qui ne sont pas contents de comment ça s'est terminé pour un vote ou ces choses-là. L'enregistrement, Maître Laflamme-Leblond, il appartient à qui? Il peut être remis à qui? En fait, comment ça marche? Parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, avant que ce nouveau monde existe, on devait aviser si on enregistrait l'Assemblée pour inviter les gens à savoir qu'il est enregistré, etc. Pouvez-vous faire l'ancien temps puis le nouveau temps? Okay. Ben, je ne suis pas certain qu'on peut vraiment parler d'un ancien temps parce que la question de l'enregistrement d'une assemblée, une assemblée à l'ancienne, qu'on faisait tout le monde dans une même salle, il y a un certain, je ne veux pas dire une controverse parce que ce n'est pas si controversé que ça, mais tous les avocats vont vous dire qu'il faut effectivement annoncer aux propriétaires qu'on les enregistre. Mais la vraie question qui est, est-ce que c'est absolument nécessaire de leur dire qu'ils sont enregistrés? En termes juridiques, il y a deux écoles de pensée. Je fais partie de l'école de pensée à l'effet que non, ce n'est pas strictement nécessaire sur le plan légal de leur dire, parce qu'une assemblée délibérante, c'est un lieu public, c'est un lieu de délibération, et il n'est pas interdit d'enregistrer quelque chose, d'enregistrer une conversation, un débat auquel la personne qui enregistre participe. Ce qui est interdit absolument versus la loi, c'est intercepter les communications entre deux personnes quand on n'est pas nous-mêmes partis à la communication. Ce qu'on appelle en anglais le wiretapping, ce qui est de l'espionnage carrément. Enregistrer une assemblée à laquelle on participe, surtout pour des fins d'exactitude du PV, je ne suis pas d'avis que c'est quelque chose qui est illégal du moment qu'on ne l'annonce pas, mais c'est sûr que le fait de l'annoncer est toujours une bonne idée pour deux raisons. De un, ça évite que les gens sautent au plafond par après quand ils apprennent qu'ils ont été enregistrés à leur insu. Et d'autre part, ça a aussi comme effet parfois de modérer les ardeurs des gens. Les gens ont tendance à être être plus polis lorsqu'ils savent qu'ils sont enregistrés, que ça pourrait leur revenir au visage. Toujours, mais parfois. Dans le cadre des assemblées virtuelles, vraiment, la seule véritable différence qu'on a, c'est que non seulement on enregistre le son, mais on enregistre la voix. On enregistre l'image. Donc là, c'est sûr que le droit à l'image entre un peu en ligne de compte. Mais pour ce qui est de la question de l'enregistrement, pour moi, il n'y a aucune question. L'enregistrement, il appartient au syndicat des copropriétaires, donc la personne morale. Il n'appartient pas individuellement à chacun des copropriétaires. Le problème qui survient, c'est lorsque quelqu'un demande d'avoir accès à l'enregistrement ou demande qu'on lui donne une copie d'enregistrement, ça devient un peu plus complexe. La complexité est la suivante. C'est qu'en principe, en vertu des articles 37 et suivants du Code civil, toute personne qui constitue un dossier sur autrui doit avoir une raison légitime de le faire et doit permettre à cette personne de consulter le dossier. Vous me direz évidemment que l'enregistrement d'une assemblée, ce n'est pas un dossier sur un copropriétaire spécifique, et vous avez raison. Par contre, il demeure qu'un copropriétaire dont la voix et l'image sont captées dans le cadre d'un enregistrement d'une assemblée devrait en principe avoir le droit de pouvoir obtenir une copie de cet enregistrement. Et je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas nécessairement lui être refusé. Cependant, ça ne permet pas à ce copropriétaire de s'adresser directement, par exemple, à ImoSquare ou à M. Welch, leur dire « J'étais là, je veux avoir une copie de l'enregistrement ». Si l'enregistrement appartient au syndicat, il se rapporte aux affaires de la copropriété, il doit donc faire partie de ces registres et devrait être consultable, pouvoir être consulté de la même manière que le registre de manière générale, donc selon les règles qui sont établies par la loi, par la déclaration de copropriété et éventuellement, s'il y en a, par les décrets ou règlements du gouvernement. Évidemment, le syndicat et propriétaire n'est pas nécessairement l'utiliser comme il le veut non plus, l'enregistrement. Il ne peut pas le diffuser à des tiers qui n'étaient pas là, il ne peut pas s'en servir sans le consentement des parties qui y étaient ou sans avoir un motif légitime de le faire. Donc, évidemment, s'il y a une action judiciaire, par exemple, le syndicat pourra utiliser l'enregistrement. S'il a besoin de confirmer un vote ou confirmer quelque chose pour le PV, il pourra consulter l'enregistrement. Il ne pourra pas, par contre, se mettre à partager des extraits de l'enregistrement pour dire que telle personne est un ci, telle personne est un ça. Ça, manifestement, ce n'est pas relié à ces objets, ce n'est pas partie des motifs légitimes d'utilisation de l'enregistrement. Donc, ça va toujours être un peu un cas de cas par cas. Par contre, je pense que la politique par défaut devrait être l'accessibilité aux copropriétaires qui étaient présents et qui participaient, parce que leur image et leur voix peuvent y être captées. Et la difficulté qui survient aussi, c'est la question des votes. Parce que l'enregistrement, c'est une chose, mais
comme M. Welch disait, quand les votes sont pris par le système dresse une liste, note quelle unité a quel code-part et vote comment pour telle résolution. Et en principe, ces résultats-là, ces données-là, elles existent. Et il y a beaucoup de copropriétaires qui semblent présumer du caractère secret d'un vote en copropriété, alors que normalement, dans la plupart des déclarations de copropriété, il est prévu que le vote par défaut se prend à main levée ou sur demande par bulletin secret, par vote secret. Oui. Donc, quelqu'un qui demanderait d'avoir accès, par exemple, aux résultats du vote, ça devient un petit peu sensible parce que malgré qu'il est très rare que les gens demandent un vote secret, les gens ont souvent une expectative que le vote qui est tenu par les plateformes en ligne est un vote secret par nature parce que personne ne sait qui a voté pourquoi quand les résultats sont affichés. Donc, il y a toujours une école de pensée qui dit qu'on doit garder tous les votes secrets ou confidentiels ou à tout le moins discrets pour éviter les chasses aux sorcières ou les représailles. Il y a certainement un mérite à cet argument-là. Moi, j'y vais plus sous l'aspect que si personne n'a demandé de vote secret, les données doivent être consignées au registre, doivent être annexées au procès-verbal. Si quelqu'un voulait un vote secret, c'est à eux de le demander. Quant à l'usage qui en est fait, encore là, il faut s'assurer d'en faire un usage qui est conforme à la déclaration de copropriété, conforme aux objets du syndicat et non pas pour faire, comme tu disais, une chasse aux sorcières. Et c'est d'autant plus important pour le syndicat de conserver ces documents-là, ces registres des votes-là, qu'en principe, les assemblées, les résolutions peuvent être contestées dans les 90 jours de l'assemblée. Donc, minimalement, le syndicat doit conserver ces données-là pour 90 jours. Et s'il doit s'en départir, ce que je ne recommanderais pas en général, mais s'il doit s'en départir, qu'il ne le fasse qu'à compter du 91e, étant donné que si jamais il y a une contestation en disant, par exemple, que la résolution un tel n'a pas été adoptée à la majorité prévue, à ce moment-là, il va pouvoir confirmer avec les résultats des votes quel était le calcul, quel était le total, et il va pouvoir alors assurer sa défense. On pourra déterminer avec la meilleure preuve, c'est le registre des votes, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'Assemblée. Parfait. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question dans le chat qui a dit « Si je veux enregistrer sur mon téléphone personnel, c'est sûr qu'on s'entend très bien que la personne peut l'enregistrer sans que personne le sache, mais c'est une bonne question, Maître Laflamme, dans le sens que quelqu'un enregistre, n'a pas dit à personne, puis là, ça sert à des mauvaises intentions. Il arrive qu'un copropriétaire peut se voir, comment je dirais, chicané un peu par certaines instances si ça va plus loin. Oui, il pourrait, mais comme je dis, dans une assemblée étant un forum public, le fait qu'un copropriétaire ait son téléphone sur enregistreuse dans sa poche de veston pendant toute l'assemblée, ça s'est déjà vu et en général, ce n'est pas quelque chose qui résulte en des copropriétaires qui se font taper sur les doigts. Généralement, c'est moins bien vu. C'est pas nécessairement bien vu d'un point de vue de courtoisie et d'éthique, mais d'un point de vue de légalité, c'est assez rare que c'est sanctionné. La difficulté qu'il y a avec l'enregistrement d'une assemblée virtuelle, c'est qu'il y a aussi la composante de l'image. Et le droit à l'image est quand même un peu plus complexe que la simple question de l'enregistrement vocal, notamment la question de l'arrêt au bris, l'expectative de vie privée versus le caractère public de l'assemblée. À ma connaissance, ce n'est pas une question qui a été traitée par les tribunaux en contexte de copropriété, mais certainement un copropriétaire qui enregistre l'assemblée incluant les prestations vocales doit prendre garde de s'en servir. Si c'est pour ses archives, c'est une chose. Si c'est pour ensuite le propager partout ou aller dire que monsieur un tel, c'est un ci, madame un tel, c'est une ça, ça, c'est plus problématique. Puis à ce moment-là, on pourrait verser effectivement dans des usages du droit à l'image auxquels les personnes dont l'image et la voix sont captées n'ont pas consenti. J'aurais une question. Est-ce que, parce que c'est une question qu'on peut se poser, quand on veut intervenir en tant que copropriétaire et qu'on est à distance, donc on va intervenir et le fait d'ouvrir ma caméra, c'est un choix volontaire. C'est que par défaut, la caméra n'est pas ouverte. Il n'y a que le micro qui est ouvert. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le fait que le copropriétaire allume sa caméra et se mette à l'écran, c'est une acceptation du droit à l'image? Écoutez, moi, je pense que l'argument peut certainement être fait, surtout que sans rentrer dans le détail, légal, là, en principe, l'article 36 du Code civil du Québec, je pense que c'est 36, prévoit que peuvent être considérés comme des atteintes à la vie privée, notamment le fait de capter ou utiliser son image ou sa voix, mais c'est uniquement lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés.
l'immeuble ou la salle où est tenue l'assemblée peut elle-même être un lieu privé, mais l'assemblée en tant que telle, c'est pas un événement privé ou un lieu privé. C'est un organisme délibérant qui est réuni et qui a un certain caractère de publicité. Donc, quelqu'un qui s'opposerait au fait d'avoir été enregistré alors qu'il a ouvert sa caméra et qu'il a pris la parole, on pourrait lui rétorquer: j'aurais pu être présent dans la salle physiquement et ça aurait été pareil, ça aurait été équivalent. Est-ce que vous auriez moins pris la parole si vous aviez su que c'était enregistré? La réponse tend généralement à être non. C'est un peu rhétorique, mais comme je vous dis, on est dans des débats c'est des débats qui surviennent fréquemment, mais qui se traduisent très rarement par des décisions des tribunaux. Donc, on est encore dans un contexte un peu plus de, je vais utiliser le même terme, mais de débat, là, carrément. C'est ça, il n'y a pas eu de grande décision de la Cour à ce niveau-là depuis qu'on est en assemblée virtuelle. Non, c'est ça. En matière de droit à l'image, la décision principale, c'est la Cour d'appel, Cour suprême, Cour d'appel dans l'arrêt Aubry, qui était un contexte un peu différent. C'était une jeune femme qui avait été photographiée sur les rues de Montréal, qui avait été, je pense, publiée dans un magazine. Puis elle prétendait qu'elle n'avait jamais consenti à être photographiée, qu'elle avait une expectative de vie privée, qu'elle ne voulait pas se retrouver dans un magazine, etc., etc. Mais évidemment, une rue passante, c'est un contexte différent d'une assemblée délibérante qui est tenue entre des propriétaires dans un lieu privé, mais dans un contexte qui a une certaine expectative de publicité. Donc, c'est plus complexe. On n'a pas nécessairement de décision à ce sujet-là. Personnellement, je suis d'avis que quelqu'un qui s'opposerait à ce qui a été enregistré dans le cadre d'une assemblée virtuelle ou d'une assemblée physique, je m'attendrais à ce que ça ne passe pas les thèses des tribunaux et qu'une plainte ou une action pour dommage ou une injonction, peu importe, fondée sur cet enregistrement, cette plainte de cette fait enregistrer, ça passerait probablement pas. Mais tant que ça n'arrivera pas, on ne le saura pas. Malheureusement, généralement, c'est des irritants qui monétairement ne valent pas nécessairement la peine d'être débattus en cours. Merci. Je crois que c'est surtout aussi l'utilisation qu'on va en faire de cet enregistrement, parce que si l'utilisation appartient au conseil d'administration pour rédiger le procès-verbal, je ne vois pas trop qui peut s'opposer à ça. Et puis qu'après, cet enregistrement, après un délai de 3 mois, 90 jours, 91 jours, il est détruit. Bon, ben voilà, je pense que, à mon avis, c'est quelque chose qui posera des problèmes à personne. C'est ça. Vous, de votre côté, M. Welch, vous les gardez combien de temps, les données de ces assemblées-là? Les gardez-vous? On ne les garde pas longtemps. Non, on ne les garde pas très longtemps parce que, alors, à la fin de l'Assemblée générale, on fait ce qu'on appelle un package d'Assemblée générale dans lequel on transmet au gestionnaire ou au conseil d'administration l'ensemble des éléments de l'Assemblée générale, c'est-à-dire le résultat des votes et plus l'enregistrement. Et on lui donne un délai de 15 jours pour télécharger ce document-là. En réalité, on les garde un peu plus longtemps. On les garde jusqu'au délai de contestation de 3 mois et un jour. Donc, et en vrai, on les garde 4 mois. Au bout de 4 mois, on enlève tout parce qu'on a peur d'être aux limites. Si on les enlève avant et qu'on nous les réclame, on risque d'être en faute pour ne pas avoir conservé les documents. Donc voilà, en tout, ça va faire 4 mois. Et au bout de 4 mois, on n'a plus de données sur la totalité de ces enregistrements. OK. Maître Laflamme-Leblond, si un syndicat garde les enregistrements dans ses archives plus que le 91e jour, par exemple, y a-tu une problématique? C'est-tu grave? C'est pas grave? Parce que moi, je parle comme nous, comme gestionnaire, on garde ça dans nos archives. Si on change de gestionnaire, nous, on va donner ces archives-là à l'autre gestionnaire. Est-ce qu'il y a un problème d'égalité de conservation de ça? Quant à moi, non. Ça fait partie des documents qui se rapportent à l'immeuble et à la copropriété et qui peuvent faire partie des registres de la copropriété. Donc, je ne vois pas de raison pourquoi le syndicat devrait s'empresser de s'en débarrasser. Je dirais que le seul souci que le syndicat devrait avoir, c'est de s'assurer que bien que les copropriétaires ont droit d'accès au registre, que, évidemment, les enregistrements sont consultés et utilisés à des fins légitimes ou à tout le moins plausibles. Mais à part ça, je n'y vois pas nécessairement de difficulté. De la même manière, en fait, que je ne vois pas de difficulté au fait que, comme depuis plusieurs années, il y a beaucoup de syndicats qui conservent des enregistrements audio des assemblées. Le fait d'ajouter une composante visuelle, quant à moi, ne change pas l'acceptabilité de la chose.
c'est ça. Puis en plus, comme Jean-Marc l'a dit, il y a plusieurs personnes, on le voit beaucoup, qui ne mettent pas la caméra durant l'Assemblée, puis c'est bien correct. Oui, puis c'est bien leur droit. Puis il y en a qui la mettent, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, c'est comme, je suis un peu d'accord que si je paye sur mon bouton pour mettre ma caméra, je suis consciente que mon image circule. Maître Leblond, la question que je me pose pour les syndicats, avec la venue de l'Assemblée virtuelle, est-ce que, en fait, je veux vous faire parler sur la distribution des documents par courriel. Est-ce que ça doit être fait à partir d'un nouveau règlement? Est-ce que c'est permis maintenant parce que c'est virtuel? Est-ce que ça change quelque chose pour un syndicat de copropriété? Bien, c'est sûr que la loi ne prévoit pas explicitement comment les documents des packages de convocation en bon latin doivent être communiqués. Généralement, ça va être privé de la déclaration de copropriété. C'est sûr que convoquer une assemblée virtuelle en envoyant des liasses de papier à tout le monde physique, c'est un peu paradoxal, puis c'est pas très 21e siècle, là, avouez-moi. Ouais. Mais personnellement, j'ai jamais vu personne s'en plaindre. Généralement parce que ça implique des dépenses moindres et donc des frais de condo minimum un petit peu moins élevés pour tout le monde. Par contre, en principe, cette déclaration de copropriété prévoit que les packages doivent être livrés, les liasses de documents doivent être livrés aux portes de tous les copropriétaires ou en posté ou ainsi de suite. C'est la déclaration de copropriété qui prévoit et donc il faudrait la respecter. Moi, je pense qu'avec l'introduction au Code civil des assemblées virtuelles, ce serait opportun pour les copropriétés d'adopter des règlements pour permettre la transmission des liasses de convocation par courriel de manière explicite, en prévoyant par exemple que par défaut, c'est envoyé à tout le monde par courriel, mais si on a des copropriétaires qui n'ont pas de courriel ou qui en font la demande, une liasse papier peut leur être transmise par la porte, par livraison de main à main ou ainsi de suite. Parce qu'ultimement, l'important, c'est que tout le monde reçoive les documents. Ça devrait être ça l'objectif premier, mais c'est sûr qu'en termes de confort, disons, de la démarche, il serait préférable qu'avant de décider qu'on va transmettre tous les documents par courriel, que le syndicat fasse adopter un règlement à cet effet-là en assemblée. Mais s'il le fait malgré que ce n'est pas ça que la déclaration dit, puis que personne ne le conteste jamais, en principe, il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de préjudice, mais ce serait préférable effectivement d'accorder le texte avec la pratique. Parfait. Ça m'amène à une autre question. Jean-Marc, pour les assemblées virtuelles que vous offrez dans votre compagnie, comment, parce que moi, je le connais, le produit, puis j'en suis très satisfaite, vous avez l'accompagnement. Est-ce qu'un syndicat peut très bien fonctionner facilement sans utiliser l'accompagnement pour organiser la base de données, être avec nous lors de l'Assemblée? Parce que je pense qu'aussi, Maître Laflamme Leblond l'a utilisé à plusieurs reprises, puis c'est un service clé en main, c'est magnifique, c'est vraiment impressionnant. Et on se sent très en confiance. Parce que quand on a une assemblée de 100, 200 personnes, puis on a des difficultés avec le logiciel, bien, c'est sûr que ça ne vend pas bien l'assemblée virtuelle, parce qu'il y en a qui disent que ça ne marche pas. Mais pouvez-vous nous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est? Oui. Déjà, je suis très satisfait que vous soyez satisfait, ça me fait plaisir de l'entendre. Mais effectivement, alors c'est quand même quelque chose qui a été… qu'il a fallu inventer, parce que ça n'existait pas, ce type d'accompagnement. Donc, nous, notre spécialité, c'est effectivement la technologie. Donc, on a développé la technologie, mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait mettre un service avec, qui était ce service d'accompagnement. Alors, oui, on va faire, quand on souscrit, c'est une option. Donc, on souscrit à ce service. Si on souscrit à ce service, on va monter le registre à partir des documents Excel, on va publier les documents, on va cliquer sur le bouton jusqu'au bouton convoquer. Mais maintenant, on peut, pour plus des gestionnaires que des conseils d'administration, parce que le gestionnaire pourrait se former puisqu'il va l'utiliser souvent, à monter ces documents-là, mais c'est quand même compliqué. Je dis plus que le conseil d'administration, parce que le conseil d'administration va l'utiliser qu'une fois par an, alors qu'un gestionnaire va faire X conseil d'administration. C'est quand même, entre guillemets, compliqué dans le sens où il faut rentrer des fiches Excel, il faut les contrôler, il faut vérifier que les tantièmes soient justes, etc. Donc, nous, on a mis tout en place un processus de contrôle qui permet justement de vérifier l'exactitude, en tout cas la vraisemblance de tous les documents qui nous sont donnés et qu'on assure que ce qu'on nous a donné est conforme à ce qu'on met dans la plateforme. Et puis après, on a des partenariats avec des logiciels, des outils,
Et notamment, je l'annonce là, mais on a un partenariat avec Condo Manager. Condo Manager qui, aujourd'hui, avait un simple bouton qui permettait d'envoyer les informations formatées pour qu'on puisse les prendre dans AG Connect. Mais là, il va y avoir carrément une interconnexion avec un bouton dans AG Connect, dans Condo Manager qui va dire AG Connect. Et hop, vous avez votre AG qui est monté et qui est sécurisé dans AG Connect. Donc, c'est avec ces connexions avec des outils où on va pouvoir améliorer le service avant l'assemblée. Par contre, comme fonctionnent les assemblées au Québec, le deuxième service qu'on offre, qui est le service d'accompagnement d'un AG connecteur, donc on a une équipe d'AG connecteurs pour suivre les assemblées, on est capable d'assumer jusqu'à 6 ou 10 assemblées, 6, 7, 8, ça dépend de la taille, assemblées simultanées le soir, avec des AG connecteurs qui viennent assister en faisant les démarches pour permettre aux gestionnaires ou aux présidents d'assemblée de ne se concentrer que sur l'assemblée, ses réponses aux copropriétaires, et puis quand quelqu'un demande la parole, on dit « Monsieur le Président, tel veut la parole », et OK, on le monte, etc. etc. Donc, on fait ces manipulations pour donner le micro, pour remettre dans la partie webinaire le copropriétaire. Donc, ça, c'est un service d'AG Connecteur qu'on offre avec, qui est une option aussi, parce que si quelqu'un est très habitué à l'outil sur des petites assemblées, pas forcément besoin de l'AG Connecteur, il peut les faire en autonomie. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe souvent en France. Si on a des assemblées plus grosses, c'est peut-être un peu plus compliqué de manipuler un peu tout ce qui se passe. Et puis, on a toujours un service qui est là compris dedans, c'est le support téléphonique aux copropriétaires pour la connexion, qui est de toute la journée jusqu'à 22 h le soir, parce que on a toujours un copropriétaire qui a perdu le lien, qui a une tablette tout récente d'il y a 7 ans. 7 ans en âge d'ordinateur, vous multipliez à peu près par 20. 20 ça vous fait 140 ans. Donc, il a une tablette de 140 ans en âge humain qui arrive et dit « j'arrive pas à cliquer dessus ». Donc là, effectivement, on a toujours ces petites défaillances techniques qui peuvent arriver. Et là, on va l'assister pour trouver une solution parce que très souvent, on a une solution. À l'extrême limite, on peut le basculer sur la ligne de téléphone où il peut suivre l'AG par téléphone. Mais ça, c'est vraiment dans des situations, je dirais, un peu extrêmes. Donc, voilà l'ensemble des services qui vont avec. Et je pense que c'est, à mon avis, nécessaire pour avoir une assemblée en toute sérénité et sécurité. Oui, puis des fois, les gens vont dire, c'est quand même des coûts importants, tout ça. Maître Leblond peut me corriger si j'ai tort, mais en règle générale, on fait une assemblée par année. C'est quand même la place où le syndicat, le conseil d'administration rend compte de son administration pour toute l'année. Là, dans les années où on est là, il arrive énormément de choses, de changements. Les coûts de charges communes explosent avec les nouvelles législations, tout ça. Donc, c'est très important de rendre ça confortable pour les gens. Moi, je crois que probablement qu'on a plus que 60 % de nos gens qui sont plus satisfaits en virtuel qu'en présentiel parce que les gens peuvent être à la maison. Tantôt, on le dit, préparer un souper, prendre un verre de vin. Ce qu'on ne va pas vivre dans le sous-sol d'église ou dans une salle d'hôtel, assis toutes sur nos petites chaises droites et d'avoir un petit café d'offert. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et je crois que ça va continuer d'augmenter ce positif-là envers les assemblées virtuelles, mais c'est important d'être bien organisé. Je pense que ce que vous faites comme travail, Jean-Marc, ça continue toujours de s'améliorer, puis c'est parfait. Et nos gens, naturellement, même, on parle souvent des personnes âgées, mais c'est drôle de voir comment on en a qui sont bien connectés dans le sens où ils sont efficaces avec les ordinateurs, peuvent se débrouiller, tout ça. Mais règle générale, ça se passe très, très bien. Et je ne pense pas que c'est l'âge des personnes, c'est l'âge de leur équipement qui pose un problème. Parce que même une personne âgée, si elle a un équipement récent, elle a un clic à faire, elle est dans l'assemblée. Donc, ce n'est pas un problème. C'est vraiment l'âge de l'équipement. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça, c'est extrêmement facile à solutionner. Oui. Mais maintenant, je pense que même les personnes plus âgées, moins à l'aise avec la technologie, ont quand même l'habitude, à cause de la crise sanitaire, de parler à leurs petits-enfants, à leurs enfants, avec un outil, avec une vidéo, avec un FaceTime, avec quelque chose. Donc, je pense que ça va dans les mœurs.
Puis après, au niveau des coûts, oui, c'est vrai, il y a un coût parce qu'il y a un service, il y a une plateforme, il y a du développement, il y a des technologies, donc ça a un coût. Mais déjà, le coût par copropriétaire, il est finalement extrêmement bas. Je dirais un copropriétaire qui se déplace s'il faut louer une salle derrière la location de la salle, ben là, on va louer pas de salle où on le fait carrément dans un petit endroit, donc on n'a pas besoin d'avoir une grande salle. Puis après, il y a un coût, bon, ça ne va pas vous plaire, maître, ce que je vais dire, mais le coût de l'avocat, il va être moins élevé qui va présider l'Assemblée. Pourquoi? Parce que ça va aller plus vite. Mais c'est tout à fait vrai. Puis l'avocat ne sera pas pogné dans le trafic de pointe pour se rendre à Repentigny présider une assemblée dans un sous-sol d'église. C'est ça. Généralement, les factures d'assemblée virtuelle sont quand même significativement moins élevées que les factures de présidence d'assemblée dans un sous-sol ou en présentiel. Ça, je le constate en pratique. Là, effectivement, vous sauvez des frais sur l'infâme avocat. Et j'ai une petite anecdote parce que, comme vous savez, enfin, vous ne savez pas, mais on a une instance au Québec et on a une filiale en Europe pour le marché de la copropriété en Europe, ça s'appelle ImmoSquare Europe. Et il y a pas mal de différences, mais il y a en ce moment un acteur majeur de l'immobilier en France qui s'appelle Foncia, qui fait de la publicité à la télévision. J'ai trouvé très drôle. Et il dit, avec Foncia, donc c'est vraiment un très, très gros en France, hein, et il dit, avec Foncia, vos assemblées générales, et là, il y a un copropriétaire qui arrive à l'écran, il fait hey, j'ai été en télétravail toute la journée, il faut que je me déplace le soir pour aller à l'Assemblée générale. C'est vrai. Et oui. Et dit hey, Foncia, faites vos assemblées générales à distance, etc. Donc, ça aussi, ça rentre dans les mœurs, un peu le télétravail. Oui. Ponctuel ou organisé d'une manière globale, mais comment on peut imaginer maintenant à ce temps-là de pouvoir télétravailler puis de ne pas pouvoir participer pour ceux qui le veulent à distance sur une assemblée? Ça me paraît d'un autre temps. C'est très clair là-dessus. Je pense que, bon, dans un premier temps, c'est écologique en même temps. Les gens se déplacent moins. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les copropriétés, il y a des copropriétaires qui n'habitent pas sur place. Donc, ils se déplacent pour l'assemblée, même si on la ferait dans le garage ou près de la copropriété. Mais c'est sûr que le mode virtuel, ce n'est pas pour rien que le gouvernement a mis en place le projet 103 de loi pour justement garder ça prêt à faire feu en n'importe quel temps. Garantir, parce que je crois, puis Jean-Marc, vous pouvez me corriger, Maître Laflamme, vous pouvez me corriger parce que vous faites beaucoup d'assemblées. Je crois qu'on a beaucoup moins de reprises d'assemblées parce qu'on n'a pas quorum en virtuel. C'est impressionnant de voir ça. Tout à fait. L'atteinte du quorum est indubitablement facilitée par la tenue d'une assemblée virtuelle. Et la durée des assemblées aussi, parce qu'on n'a plus besoin de se claquer le processus de computation à la mitaine des votes qui prend une éternité et puis qui fait que les gens partent, qu'on perd le quorum, puis qu'on est pas capable de revoir le silence parce que tout le monde se met à jaser. On ouvre le vote, on le laisse ouvert 2-3 minutes pour donner une chance à ceux qui ont des problèmes techniques. On ferme le vote, les résultats sont là, qu'on soit 5, qu'on soit 50, qu'on soit 500. Donc, clairement, il y a des gains d'efficacité qui se font, ça c'est clair. C'est clair qu'au niveau de l'efficacité, c'est incomparable sur la tenue des votes. Donc, c'est un gain et puis c'est un confort par rapport à une utilisation où effectivement il faut compiler les votes. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Mais alors après, je pense que c'est comme tout. Je ne suis pas non plus un extrémiste de dire il faut faire toutes ces AG avec un outil d'AG à distance et uniquement à distance. Mais on n'est pas obligé de faire tout à distance. On peut utiliser un outil hybride qui permet justement de compiler tous les votes au même endroit et vous pouvez avoir 10 personnes dans la salle et 20 à distance. Voilà. Et au niveau du quorum, je confirme, on a beaucoup de syndicats ou de gestionnaires qui nous réservent une assemblée avec une date et qui disent réservez déjà la date pour l'assemblée de rattrapage parce qu'on n'aura pas le quorum. On dit wow, vous êtes sûr, on verra quand même après. Et on a eu un certain nombre de syndicats, je n'aurai pas le nombre exact, mais qui étaient très surpris, disent on n'a jamais eu le quorum, jamais à la première assemblée. Et là, en mettant à disposition ces outils, finalement, on a un taux de participation qui va être de 20 à 25% supérieur normalement par rapport à ce qui se passe habituellement. Je confirme parce que c'est vrai que ça nous est arrivé à plusieurs reprises de dire, bon, ce syndicat-là, d'habitude, on leur prend toujours 2 fois et on l'a eu.
Ce qui nous amène, il est 20 heures. J'espère que ça a répondu à plusieurs questions de nos auditeurs. Et là, je veux juste, parce qu'il vient d'arriver une question, un copropriétaire a-t-il le droit de consulter le détail des procurations? Ça, c'est pour mettre la flamme Leblond rapidement parce qu'il est 8 heures, mais on en a parlé avant l'entrée, je pense. Oui, normalement, les procurations doivent être annexées au procès-verbal de l'Assemblée. La plupart des déclarations de copropriété le prévoient. En principe, si ça doit être annexé au procès-verbal de l'Assemblée, les procurations devraient pouvoir être consultées. D'ailleurs, sauf erreur, et je vais pas introduire le copropriétaire en erreur, laissez-moi sortir mon vieux Code civil du Québec. Là. De mémoire, c'est un des éléments qui est mentionné à l'article 1070 du Code civil. Ouais. 30 secondes. Nous directement, dans AG Connect, on a une feuille de présence oui. donc, qui est disponible pour le gestionnaire. Dans la feuille de présence, il y a effectivement qui est rentré à quelle heure et quelle procuration il a. Donc, cette feuille de présence, si elle est mise à disposition, et là, ce n'est pas nous qui décidons si on la met à disposition ou pas des copropriétaires, mais en tout cas, elle mentionne toutes les procurations qui ont été enregistrées. Elle peut être annexée facilement, ce que vous nous dites, Jean-Marc. Elle peut être annexée. Alors après, je vais laisser Maître Maxime nous dire s'il faut l'annexer ou pas. Oui. Mais, je vous confirme que je parlais à travers mon chapeau. Ce n'est pas prévu à 1070 du Code. Cependant, comme je dis, si la déclaration de copropriété prévoit, comme elle le prévoit souvent, que les procurations sont annexées au PV, en principe, elles devraient être consultables. Si ce n'est pas prévu, par contre, à la déclaration qu'elles n'ont pas à être versées au registre ou qu'elles n'ont pas à être annexées au procès-verbal, quant à moi, ça ne fait pas partie des documents qui sont d'intérêt du copropriétaire de consulter. Évidemment, si on essaye de consulter les procurations pour contourner une décision de tenir un vote secret, ça aussi, c'est une problématique là, dont il faut tenir compte. Mais certainement, c'est des informations qui, la plupart du temps, à moins qu'il n'y ait pas de disposition là, telle que je l'indique à la déclaration de copropriété, normalement, ça va être des documents qui doivent être annexés au PV et donc qui peuvent être consultés. Bien, c'est parfait. Donc, Maître Laflamme, vous aviez le mot de la fin. J'espère que ça a répondu à toutes nos questions de nos auditeurs, c'est-à-dire les questions de nos auditeurs. Merci beaucoup, Maître Laflamme-Leblond, pour votre présence ce soir. Toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci, Jean-Marc, pour les éclaircissements. Je suis certaine que ça va, je dirais, rassurer certaines personnes qui sont inquiètes de faire une assemblée virtuelle. Il y en a plusieurs qui l'ont essayé. Même si ça n'a pas toujours bien été la première fois, il faut réessayer pour s'habituer. Et je pense que nos copropriétaires au Québec vont devenir de fervents copropriétaires participants à des assemblées virtuelles. Merci Jean-Marc pour votre présence ce soir. Merci à vous pour l'invitation et au plaisir de reparler de ce processus d'évolution de l'Assemblée quand vous voulez. On vous suivra dans vos évolutions de votre système. En tout cas, pour ma part, ça c'est clair. Merci à tous. Pour la mienne aussi. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.